Dans cette partie-là, on aime bien regarder vos engagements sociétaux et plus particulièrement tout ce qui est impact social et environnemental. Mhm. Vous avez pas mal parlé de Fusalp. Je ne sais pas si nos auditeurs rendent compte encore de la diffusion de cette marque. Je ne sais pas combien d'employés vous êtes ou dans combien de pays vous êtes, mais peut-être vous pourriez nous en dire un petit peu plus pour Ouais, qu'on puisse se rendre compte. bien sûr. On est à peu près 300 employés chez Fusalp, mais on a beaucoup de boutiques. On a une soixantaine de boutiques dans le monde entier. À peu près ouais, on en a, oui, une trentaine, la moitié en France et la moitié à l'étranger. C'est une entreprise qui fait aujourd'hui 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc quand on l'a racheté, elle en faisait 5. Donc c'est quand même Ouais, c'est un fantastique. chemin, un chemin un peu important. Mais du coup, voilà, on reste quand même une petite entreprise par rapport à notre marché. Le siège est à Annecy. Et il y a, pareil, des valeurs très fortes dans cette entreprise. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a eu envie de la reprendre en faisant quelque part une entreprise familiale, mais moderne, quoi. C'est-à-dire, C'était une voilà. entreprise de première génération, Fusalp, ou c'était aussi une entreprise familiale? Non, c'était pas une entreprise familiale, Non. mais elle avait été reprise par plusieurs personnes. En fait, elle était leader, elle a été créée par des tailleurs à Annecy, donc des gens qui faisaient des costumes 3 pièces et qui se sont dit il faut qu'on arrive à faire des vêtements pour la performance, pour le sport. Ils ont équipé très vite les équipes de France On de connaît ski, tous le fuson voilà, Fusalp, exactement, et puis les sœurs Guatchel, enfin toutes les épopées c'est ça. des JO de Grenoble, de tout ça, où tout le monde était habillé en Fusalp. Fusalp a inventé la première combinaison de ski de compétition. Ok. Donc vraiment très, très innovateur, toujours cette idée de technicité, de recherche, d'améliorer la performance. Donc c'est vraiment dans notre ADN. Aujourd'hui, on a d'ailleurs un laboratoire d'R&D qui fait 12 000 tests par an pour vraiment avoir des matières extrêmement performantes, très qualitatives. Et donc voilà, l'entreprise aujourd'hui est basée entre Annecy, Paris, où on a des bureaux aussi évidemment, et puis un peu partout dans le monde, on a des boutiques. On a 3 magasins aux États-Unis, en Corée du Sud. Enfin bon, voilà, c'est assez répandu. Et là, l'ambition, en fait, dans cette croissance, donc en gros x10 en une dizaine d'années, hein, Mhm. c'est à peu près ça. Qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent, en fait? Fusalp va rester un spécialiste du sport, j'imagine. Comment vous imaginez cette entreprise se développer? Alors, on n'est pas que du sport, on fait aussi de l'urbain. 50% de notre chiffre d'affaires, c'est des manteaux, c'est Ok, la vie de tous les jours, mais avec cette valeur ajoutée technique. Bah, moi, ce que je vous disais, je pense que l'entreprise a encore vraiment une grande marge de croissance, qu'elle doit pouvoir adresser encore d'autres moments de la vie sur beaucoup, beaucoup de territoires. En fait, c'est une croissance, mais on est aussi une entreprise très haut de gamme. On fait des produits de luxe. Et je reviens vers ce que vous disiez en termes d'impact. Ce qui est très important pour nous, c'est de faire des produits qui soient durables. C'est-à-dire qu'on a des produits qui sont garantis pendant 5 ans, réparables à vie. On équipe pas mal enfin, on a toute une équipe de jeunes sportifs très performants de plusieurs pays qu'on équipe dans leur vie quotidienne parce qu'ils ont déjà leurs ok, équipementiers pour leur compétition. Nous, on équipe l'équipe de Grande-Bretagne en ski, donc ok. pour la compétition. Mais hors compétition, on a tout un pool de jeunes sportifs qu'on trouve inspirants et qu'on habille tous les jours. Et un jour, je suis allée à Oslo et on a un jeune skieur qu'on équipe là-bas. Et en arrivant, je me dis, zut, on a oublié de l'appeler. Et c'est dommage, j'aurais pu le voir prendre un café avec lui. Donc je l'appelle, je lui dis, est-ce que tu es disponible cet après-midi? Il me dit très bien. Et il arrive tout honteux parce qu'il n'avait pas le blouson qu'on lui avait envoyé 2 semaines avant. Mais il me dit, j'ai mis mon blouson préféré qui était celui de mon grand-père. Et il se trouve que c'était un blouson Fusalp Ah, génial. qui avait été à son grand-père au début, à la fin des années 70. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est ça en fait. Je veux faire des vêtements que les gens auront plaisir à porter sur plusieurs Qui générations. passe les générations. Voilà, parce que techniquement, ça sera très très performant, mais aussi parce que stylistiquement, c'est des vêtements qu'on peut avoir envie de porter pendant des années. Et notre enjeu, alors évidemment qu'on améliore la conception de nos vêtements, enfin, l'éco-conception, tout ça, c'est des gros sujets. On est signataire du Fashion Pact, on essaye voilà, d'améliorer tout. Mais le vrai gros sujet, c'est de garder les vêtements le plus longtemps possible. Ouais, je comprends. Alors ça, je veux bien qu'on s'y arrête un petit peu, hein, parce que Ouais. c'est vrai que l'industrie du textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde, avec tous les travers qu'on lui connaît, à la fois en impact social et aussi en impact environnemental. Mm. Vous, vos gros enjeux, vous les abordez comment dans votre quotidien finalement et dans votre R&D?
Bah, ces gros enjeux d'impact, ils font partie vraiment de la vie quotidienne de toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Évidemment, de manière encore plus présente dans tous ceux qui élaborent le produit et qui vont en assumer la production, puisqu'il faut repenser en fait la manière de faire des produits. Ce qui est pas mal, c'est qu'en France, on est très prescripteur en termes de normes, donc ce qui nous oblige, nous, à C'est avancer ça. très vite en fait. Et alors, ce qui est compliqué, c'est que on a quand même un prérequis de qualité, de main, d'esthétique, qui doit aller de la même manière, parce que le vrai sujet, c'est les matières, véritablement, quand on fait des matières techniques. Et donc, parfois, on a certains traitements qui, quand on les change, en fait, font... Bah, typiquement, on avait un blouson, c'était notre best-seller, qui s'est mis à cloquer sous l'eau, Ok. qu'on avait testé. Mais en fait, les tests n'étaient pas suffisants. Quand on prend d'un coup des trompes d'eau pendant une demi-heure, là, ça cloque. Ça redevient nickel quand ça ressèche, mais quelqu'un qui est là avec son blouson qui est quand même coûteux, qui est Ouais. beau, avec un truc qui fait des Avec un grosses cloques, positionnement haut de gamme, ça marche c'est pas. pas envisageable en fait. Donc il faut qu'on arrive à faire avancer tout ça en même temps. Donc on a des grosses équipes de R&D, on a des personnes qui travaillent sur les matières qui sont incroyables, voilà, qui ont une compétence folle et qui se démènent vraiment. Et alors on a pris une consultante extérieure pour travailler sur tous ces sujets parce que il me semblait que c'était très important d'avoir quelqu'un qui soit très au fait de tout ce qui se passe, qui travaille avec d'autres marques et qui puisse vraiment nous permettre de garder cette exigence voilà, de la manière euh, la plus précise possible. Donc on se fait accompagner aussi de manière très forte. Si on peut donner un exemple, je crois que vous m'aviez évoqué le sujet de la laine qui est controversé dans cette industrie. Comment vous abordez ce sujet-là? Bah, c'est-à-dire qu'il faut regarder le cycle de vie du produit en entier. Par exemple, la laine, c'est une des matières les plus polluantes puisqu'il faut élever des moutons pour produire la laine et donc on Ok. sait que l'élevage, c'est très polluant. Mais c'est ce qui se biodégrade le mieux. Donc en fait, c'est facile d'avoir des fausses bonnes idées. Oui. On a beaucoup parlé de matières recyclées, mais parfois il y avait une usine de bouteilles en plastique juste à côté de l'usine de bouteilles recyclées. Donc on a beaucoup de problèmes de transparence. Et puis c'est des matières qui se dégradent très vite, donc avec beaucoup de microparticules dans l'eau de lavage. Donc voilà, il ne faut pas regarder juste un bout du problème. C'est des problèmes qui sont très complexes. Et il faut moi, je crois beaucoup aux petits pas, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être ambitieux. Il ne s'agit pas de se dire on va faire que 5 mètres, mais chaque pas qui est fait est fait. Si on regarde la grande montagne, on ne fait rien. Et dans ces domaines-là, et puis là, je pense qu'on va être très challengé puisqu'on arrive à une période qui est quand même pas très simple. On voit qu'il y a beaucoup de crises un peu partout. Et ces sujets risquent d'être mis de côté, beaucoup. Donc il faut quand même arriver à les garder au centre. Puisqu'évidemment, économiquement, ça coûte de l'argent de faire de traiter tout ça. Que les gens ont perdu le réflexe. Il y a des marques qui vous font perdre la notion du coût des choses. Et donc, il faut qu'on arrive à, à faire accepter, à faire comprendre aux clients que si cette chose-là coûte ce prix-là, ce n'est pas des frais marketing, en fait, c'est qu'il y a vraiment une innovation et une raison pour ça. Et être aussi pas trop délirant dans les prix non plus, c'est quand même un vrai sujet. Il faut que tout le monde puisse gagner sa vie, mais il ne faut pas non plus chercher absolument. Voilà, sky is the limit, mais bon, quand même. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup d'exagération là-dessus. Et puis arriver à être quand même toujours consistant sur ces sujets, parce qu'il faut qu'on arrive à avancer là-dessus. En fait, ça doit être central, et malheureusement, ça ne l'est pas. Et du coup, Fusalp, son projet de croissance, c'est sous cette marque unique, avec une diversification, j'imagine, de gamme qui se fait petit à petit, ou vous imaginez intégrer d'autres marques ou d'autres pans du business dans votre projet? Pour l'instant, on se focalise sur Fusalp. Je crois qu'on n'a vraiment pas atteint la taille De Lacoste, pas encore. voilà, mais je pense que ça peut être C'est tout à fait faisable? comparable. Ouais, je Ouais. pense que c'est faisable. Pas en 3 semaines, hein, mais je pense que c'est faisable. C'est vraiment une marque très authentique. Et je crois que c'est ça que les gens recherchent. Donc on pourrait imaginer que vous ayez la taille de Lacoste dans quelques années, quoi. Ça serait possible. Oui. En tout cas, il n'y a pas de limite à ça, quoi. Non, 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 je crois pas que ça se fera en 5 minutes, mais on peut vraiment oui, avoir une belle taille. Il y a des ponts encore avec Lacoste, ou je parle business, ou plus Non, du pas tout? du tout, pas du tout. C'est deux univers différents. Super. Si on se projette maintenant sur la famille, Mhm. euh,
comment vous imaginez la préparer, même si ils sont jeunes, mais en fait les choses peuvent arriver assez vite. Est-ce que vous avez imaginé un parcours d'administrateur, une formation spécifique pour vos enfants, ou pour l'instant c'est mis de côté? Je crois beaucoup. Alors moi, j'ai pas fait de formation spécifique pour être administratrice. Ah non, c'est marrant parce que c'est quelque chose de très féminin. Je m'étais inscrite à une formation pour administrateur. Déjà, ça faisait 5 ou 6 ans que j'étais administratrice, même plus, ouais, 7 ou 8 ans. Et puis en fait, j'y suis jamais allée parce que je me suis dit, mais et j'ai regardé le programme et je me suis dit, mais en fait, Qu'est-ce que je vais apprendre? qu'est-ce que je vais apprendre là? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me dire que il faut que quelqu'un me dise que je suis capable en Petit fait. syndrome de l'imposteur. Total. Et vous voyez bien d'ailleurs dans les formations d'administrateurs, il doit y avoir 80% de femmes en fait. Hein. C'est vraiment un sujet très féminin de se dire, il faut vraiment que je sois 120% pour dire que peut-être je peux faire un conseil d'administration. Et donc, je crois beaucoup, beaucoup au mimétisme. Et puis à l'exigence aussi. Je pense qu'il faut être exigeant avec soi-même. Et c'est ça que j'essaye de transmettre à mes enfants, c'est qu'ils soient exigeants avec eux-mêmes et qu'ils essayent de toujours faire le pas de plus que ce qu'on leur demande. Votre frère, il est dans la même démarche, où vous en parlez de ça, de l'idée de la continuité, de la prochaine génération Oui, oui, on est très alignés là-dessus. Lui, il a des filles qui sont plus grandes, qui sont en train de faire leurs études secondaires, qui n'ont pas forcément envie de venir travailler chez Fusalp, hein, d'ailleurs, du tout. Mais oui, oui, c'est des sujets évidemment qui font partie de notre vie, même si encore une fois, je ne voudrais pas les priver de Fusalp, mais je ne cherche pas absolument à ce qu'ils le reprennent. Pour moi, c'est assez libre en fait. Ce que vous m'avez confié aussi, c'est que c'est pas la même dynamique avec le fonds de dotation. C'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment que s'il y a quelque chose qui est vraiment à transmettre, c'est ce fonds de dotation et ce qu'il représente pour la famille par rapport à l'entreprise Fusalp, c'est ça? Oui, complètement. Le fonds de dotation, il est fait pour ça. Il est fait pour ça. On l'a doté, on dépense d'ailleurs les revenus. C'est ça, hein. Donc la dotation reste. Et pour qu'ils puissent, eux, s'en emparer et faire leur propre projet avec. Oui. Et ce fonds de dotation, il est financé uniquement par cette dotation qui, du coup, crée ses propres richesses, ou vous allez essayer de capter un peu d'argent à l'extérieur? Non, juste par cette dotation. Et ça vous suffit comme ça Ouais. aujourd'hui? Ok. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des cofinancements avec d'autres fondations. Ok. C'est-à-dire que nous, on ne va pas chercher de l'argent pour... Voilà, mais ça, j'aime beaucoup faire ça, avec d'autres fondations familiales, financer des projets ensemble. Et donc ça, c'est quoi, comment ça fonctionne? C'est vous qui faites la démarche, c'est eux qui viennent vers vous? Alors, je fais partie d'un organisme qui est formidable, qui s'appelle Un Esprit de Famille, Ok. et qui soutient, enfin, qui est un endroit de réunion des fondations ou fonds de dotation familiaux. Et c'est formidable parce qu'en fait, on peut vraiment discuter entre fondateurs familiaux pour pouvoir voir quels sont les sujets, quels sujets on peut avoir en commun, découvrir les sujets des autres. Donc il y a plein de thématiques, hein, sociales, environnementales, éducatives, citoyennes. Et donc on a par exemple un cercle culture et on a financé à 6 fondations un projet ensemble et c'est hyper Oui, ça vous permet d'avoir joyeux. plus d'impact. Plus d'impact et puis de s'enrichir aussi de ce que font les autres, de savoir ce que font les autres aussi, pas de découvrir l'Amérique tous les matins, et d'être d'être dans une démarche collective. Parce que ce qui est intéressant avec la philanthropie familiale, c'est qu'on peut être beaucoup dans l'innovation. On peut faire des nouvelles choses. Les fondations plus institutionnelles ou l'État, en France, on a la chance d'avoir un État qui est quand même très impliqué, finance des gros projets sur le long terme, enfin voilà, avec une politique. Nous, on peut faire de l'innovation. Il y a des trous dans la raquette, Voilà. finalement, au milieu. Ouais. Et puis essayer de faire des nouvelles choses qui pourront par la suite devenir plus institutionnelles. Et ça, je trouve ça extrêmement réjouissant. Et il y a d'autres projets. Il y a une fondation avec laquelle on soutient un projet pour des photographes sur un festival qui s'appelle Les Femmes s'exposent. Et puis c'est hyper joyeux. C'est toujours l'esprit d'équipe. Hein. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est tellement mieux de faire les choses à plusieurs, en fait. Et alors, je ne sais même pas si c'est une association, un esprit de famille. Oui, c'est une association. Comment vous l'avez structuré? C'est quelque chose qui est ouvert, qui est accueillant pour d'autres fondations? Complètement. Il y a 150 membres. Et au contraire, on cherche à avoir... c'est Sabine Roth-Bézieux qui l'a fondé il y a plus de 10 ans. Et on cherche à recruter le plus de membres possible pour vraiment pouvoir
créer un écosystème de fondateurs familiaux et avoir un impact, vraiment, tout simplement. Et d'ailleurs, là, on est en train de travailler à un projet, en fait, collectif d'un esprit de Collaboratif. famille, Ok. en lien d'ailleurs sur l'aide sociale à l'enfance, pour aider ces jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance à s'intégrer dans ce monde qui est un peu compliqué et d'avoir un projet un peu phare. Voilà. Et du coup, il y a des fonds de dotation ou des fondations de toute taille Oui, où il faut avoir un minimum de taille pour pouvoir vous rejoindre? absolument pas. C'est vraiment toutes les tailles. On a des très grosses fondations, des toutes jeunes fondations qui viennent de se créer. Enfin, c'est vraiment tous ceux qui ont envie de réfléchir à ces projets-là sont plus que les bienvenus. Même on espère en voir arriver le plus possible. Juste pour nos auditeurs, pour qu'on comprenne bien, hein, c'est toute la différence qu'il peut y avoir entre la Fondation de France, la Fondation Caritas, qui sont des Oui. fondations qui permettent d'abriter d'autres fondations, et Non, un esprit de famille. voilà, c'est un cercle pour se réunir entre familles qui ont envie d'avoir une démarche philanthropique. Donc c'est vraiment un cercle d'échange, c'est hyper dynamisant, c'est pour pas être seul aussi dans son action. C'est très, très, très réjouissant Ça permet du coup de professionnaliser la démarche, aussi. de vous organiser différemment, de Oui, choisir des et puis combats. de poser des questions si vous êtes sur une thématique spécifique, de trouver les autres qui travaillent déjà là-dessus, si vous avez envie de faire autre chose, enfin, d'apprendre les uns des autres et voilà, de se réunir. Je voudrais qu'on revienne une dernière fois sur Fusap, et puis ensuite on se dirigera tout doucement vers la fin de cette émission. Euh, Vous m'aviez dit, il y a combien de boutiques aujourd'hui dans le monde 65. 65. En fait, c'est marrant parce que ça me fait penser à cette famille, la famille Bata, que tout le monde connaît, qui est accompagnée par un consultant en gouvernance familiale il y a quelques années. Et ce consultant a écrit un livre, et le titre du livre vient d'une réunion qu'il a avec les familiaux de cette famille. En fait. Et il a les 3 générations assis dans la pièce, et puis il y a le père et le grand-père qui réfléchissent à la vision à 20 ans et qui se disent on a des magasins dans le monde entier, qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans? Et le fils les regarde, troisième génération, et il leur dit on n'a pas de magasin sur la Lune. Et donc le livre s'appelle Family Business in the Moon, bien sûr. Et donc ce qui m'a plu dans ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que finalement, sky is the limit ou pas, puisque finalement Fusal pourrait devenir aussi gros que Lacoste ou plus gros, et ça peut paraître dingue de multiplier ses succès, mais vous là, si vous vous projetez dans les 20 ans qui viennent, ou quand vous faites cet exercice avec votre frère et votre belle-sœur, c'est quoi l'histoire que vous racontez à vos équipes, à votre conseil d'administration, de votre rêve pour cette entreprise? Alors, quand on est entrepreneur, c'est compliqué de se projeter à 20 ans. Quand on est dans ce quotidien-là, on est dans un monde qui est chaotique, donc on se projette plus à 3 ou 5 ans. Ok. Ça, c'est sûr. Après, je vous dis, c'est la vision qu'on a eue quand on a racheté l'entreprise, en fait. On a vu une entreprise qui avait des valeurs incroyables, qui a des valeurs incroyables, et je pense qu'il peut apporter une vraie valeur ajoutée aux personnes qui l'adoptent, qui adoptent ces vêtements, un style de vie, une manière, c'est d'être en mouvement en fait. C'est des vêtements qui vous permettent de bouger, d'être agile, de vous sentir bien dans toutes les circonstances. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort et qui, du coup, pour moi, c'est un projet international de long terme. Donc, si je vois Fusal dans 20 ans, je vois, oui, une entreprise très importante avec une diffusion très internationale qui est arrivée à faire des produits de la manière la plus raisonnée possible pour pouvoir équiper les gens dans tous les challenges qu'on va avoir à rencontrer dans 20 ans. Je suis bien incapable de vous dire ce qu'ils vont être. Qu'est-ce que ce sera? On n'est pas dans une période hyper positive, donc bon, j'espère que ça sera voilà, qu'on pourra garder une certaine agilité et que Fusal pourra sa place là-dedans, vraiment parmi. Je pense que c'est une grande marque, moi. Ah, mais ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des pays cibles là où vous n'êtes pas encore et sur lesquels vous êtes prêt Ouais. vous êtes prêt à vous installer? L'objectif pour moi, c'est d'avoir une distribution qui soit très équilibrée, en fait. C'est-à-dire de me dire, même plutôt que ça, à 5 ans, c'est que je voudrais avoir 30% de mon chiffre d'affaires en Asie, 30% en Europe, 30% aux États-Unis. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse les choses de la manière la plus diversifiée possible pour équilibrer les risques. Et pareil,
en termes de fabrication. Je voudrais qu'on puisse être vraiment, avoir de la fabrication partout dans le monde pour pouvoir toujours avoir des plans B, des manières de réagir. C'est l'agilité, en fait, dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'être extrêmement agile. Il y a 15 ans, 20 ans, quand on était chez Lacoste, en fait, les choses, bon an, mal an, d'un an sur l'autre, elles étaient assez toutes choses égales par ailleurs, quoi. En fait, tout était assez constant. Là, aujourd'hui, tout varie tellement. En plus, nous, on fait des vêtements. Les vêtements, c'est extrêmement sensible au climat. Et donc, comment cette technicité-là va apporter quelque chose euh, au confort dans des problématiques climatiques. Et ça, c'est des questions qui sont hyper importantes et hyper passionnantes pour pouvoir trouver vraiment quelque chose de cohérent et qui réponde à un vrai besoin. Bon, donc on souhaite bonne chance à tous ces projets. Merci Ça beaucoup. ça va être incroyable. Euh, Nous, on aime bien terminer cette émission en échangeant sur... et là, ce que je vous propose, c'est d'échanger, alors soit sur Fusalp, soit sur le fonds de dotation, et peut-être les deux, on verra. Euh, mais on a beaucoup de verbatim de personnes comme vous, actionnaires d'entreprises familiales, qui nous parlent de leur entreprise comme d'un membre de leur famille. Mm. Et donc, comme il y a ces deux projets en parallèle, peut-être commençons par le fonds de dotation. Si ce fonds de dotation était un membre de la famille, alors un membre de la famille fictif, hein, vous choisissez qui vous voulez, mais ce serait qui? Est-ce que ce serait un homme, une femme, et il serait de quelle génération? J'ai envie de dire une femme, évidemment, parce qu'on est une famille très féminine. Il y a très peu de garçons chez nous. C'est vrai? Ouais, on est largement, j'imagine, un gros 80% de femmes. Hein, on est vraiment beaucoup de femmes. Et je dirais la grand-mère. Parce que c'est les racines, en fait. C'est notre fondement. Vraiment. Je pense que c'est vrai. L'entreprise Fusalp aujourd'hui, si c'était un membre de la famille, c'est plus une cousine de notre côté. Enfin voilà, il y a quelque chose d'un C'est peu, la cousine éloignée, quoi. voilà, égalité. Elle est là quand même, on l'invite souvent. Elle est là, mais elle n'est pas au cœur de la famille. Le fonds de dotation, c'est le socle, quoi. C'est vraiment, on vient tous de là. Ok. Et il pourrait y avoir d'autres cousines Oui, bien sûr, dans la famille? bien sûr. Comment Il y en vous... a d'autres d'ailleurs. Hein. Et il y en a d'autres. Parce que ma sœur a son entreprise Vous qui pouvez en dire s'appelle deux mots? Chic des Plantes, qui est Ok. une entreprise d'infusion. Ok. Qu'elle a montée il y a 4 ou 5 ans, qui marche très bien. Donc on parle beaucoup de son entreprise à elle. J'ai une de mes nièces elle a 22 ans, qui a créé une start-up déjà il y a 3 ans, qui s'appelle Believe, qui est une société de dématérialisation de tickets de caisse Ok. et qui fonctionne très bien aussi. Donc on a plusieurs comme ça. Je pense que cet état d'esprit d'entrepreneur est là. Mon cousin, qui est aussi actionnaire de Fusalp, Jacques, lui est un antiquaire de renom et qui fonctionne très très bien, donc qui a son entreprise aussi. Donc en fait, comme je vous le disais, c'est une question d'état d'esprit. Et on est très supporteurs, on est vraiment en soutien des entreprises des uns des autres. C'est marrant parce que dans tout le travail que font les académiques pour observer ces entreprises familiales qui finalement représentent quasiment 60 ou 70% des modèles d'entreprises dans le monde, parce que le petit artisan, le boulanger, tout ça, ce sont des entreprises familiales. Bien sûr. Dans le monde. Et c'est le cas dans toutes les cultures, avec des cultures où il y en a plus que d'autres. Ils cherchent toujours à savoir comment on fait pour s'assurer que ces familles, elles arrivent à passer les générations. Et souvent, l'entreprise prend beaucoup de place. Ce qui est assez passionnant dans votre histoire, c'est qu'en fait, c'est vraiment la famille qui a au cœur de ses racines cette orientation entrepreneuriale. Et ce qu'on sait, c'est que celles qui développent une orientation entrepreneuriale distinctive à chaque génération, en fait, elles arrivent à passer de manière résiliente les générations, quand bien même leur business peut changer ou les entreprises peuvent changer de main, mais il y a toujours ce fondement de la famille. Et moi, j'aime à penser que, en fait, une famille entrepreneuriale, plutôt qu'une entreprise familiale, finalement, c'est comme une forêt de projets, et que cette famille, en fait, se retrouve ensuite dans la canopée, en fait. Et la canopée, quand on la regarde du ciel, c'est c'est pas plusieurs arbres, on les voit pas d'ailleurs, c'est vraiment ce tapis vert absolument incroyable. Ok, on va arriver tout doucement à la fin de cette émission. Je voulais vous remercier pour avoir partagé toute votre histoire. Merci à vous. S'il y avait une chose que vous voudriez rajouter sur votre histoire, ou soit sur le passé, soit sur la suite, qu'est-ce que ce serait?
Bah, je crois, si je pense à ma famille, c'est de toujours regarder devant, en fait. Euh, Moi, j'ai une grande chance, c'est que je suis pas du tout nostalgique. C'est pas un Ok, sentiment qui vous anime. voilà, qui m'anime. C'est pas, et je pense que pour une famille, ce qui est important pour qu'elle soit toujours vivante, dans le sens qu'elle soit toujours active, il faut regarder devant et quel est le prochain projet, en fait. Si on est toujours en train de regarder ce qui nous anime, ce qu'on va faire, et puis trouver des nouveaux challenges, on reste vivant. Et en effet, ce que vous dites, je pense que c'est très juste, c'est d'arriver à chaque fois à se réinventer, que chaque génération se réinvente et retrouve son, son, son propre souffle. Et sa liberté. Mm. En fait, c'est vrai qu'il y a toujours cette bipolarité entre le récit, en fait, le récit qui constitue l'histoire de la famille et finalement ses valeurs, sa personnalité, ses racines, et cette vision familiale qui est souvent portée par bien d'autres choses que le capital financier et plutôt ces projets, ce capital sociétal, ce capital réputationnel, ce capital humain aussi, qui font partie à la fois de tous les collaborateurs que peuvent avoir ces familles, mais également le capital humain des actionnaires familiaux, qui a envie de fabriquer son prénom parfois aussi pour se détacher du nom de la famille, surtout quand c'est le nom de l'entreprise, que ça peut être plus ou moins lourd. Et donc voilà, bravo pour tout ce que vous Mais il faites. faut que ça soit la famille, je crois, quelque chose qui vous permette d'être un moteur, pas quelque chose qui est trop confortable dans lequel on s'endort, ni quelque chose qui soit trop lourd à porter, C'est ça. mais quelque chose qui donne envie de se dépasser, en fait, d'aller plus loin. Eh bien, bon dépassement. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous tous et on vous retrouve prochainement pour une nouvelle émission de Génération Impact. J'en profite pour remercier toutes les équipes techniques pour cette magnifique émission. À bientôt.